OK, pas de Bruxelles. malaise. Voilà, avec une grande expérience des institutions internationales, mais aussi privées. Mme Bonnet, à vous le micro. Oui, alors, je dois gérer le slide. Bonjour à tous et merci beaucoup de m'avoir invité. Je vais commencer par une petite touche personnelle. En 2008, je revenais de 10 ans d'expatriation et Bruxelles Environnement m'a gentiment offert un emploi et je devais accompagner ou aider à l'adoption du 4e plan déchets. Eh bien, je suis contente de voir qu'aujourd'hui, je viens non pas pour l'adoption et le lancement de nouvelles ambitions bruxelloises, plan déchets, mais plan de gestion des ressources et déchets pour une consommation durable, sobre, locale et circulaire, pour une société zéro déchet. Pas mal. Tout un programme et je pense qu'on est vraiment, oui, sur la bonne voie. Et je suis donc ravie de voir qu'on avance. Alors, je vais rapidement vous donner le contexte global et européen. Je pense que M. Potočnik a déjà été bien dans le détail. Et je vais essayer, moi, de vous donner peut-être des pistes plus concrètes, puisque je représente un réseau de villes et régions, et de voir, oui, qu'est-ce qu'on peut faire encore, quelles sont nos compétences, notre pouvoir au niveau régional et local, et aussi, parce que je pense que Bruxelles est vraiment un précurseur, ne pas décourager les précurseurs et qu'ils montrent la voie, au moins au niveau européen. Alors bon, juste ça, on ne va pas en discuter plus longtemps. Vous le savez, et ce n'est pas vraiment nouveau. L'urgence, malheureusement, elle est bien là. Et on ne va pas encore attendre de nouvelles catastrophes, l'Australie qui brûle, votre tempête de hier qui m'a bien fait tanguer sur l'avion en atterrissant hier soir. Non, essayons de nous baser aussi sur les études scientifiques qui sont là pour avancer et prendre des décisions au plus vite. On sait que 66% de nos émissions de CO2 sont directement liées à la gestion des ressources matières. Ça a été dit et redit déjà précédemment. Donc, on peut vraiment, vraiment faire quelque chose en développant nos stratégies d'économie circulaire. Alors, M. Potočnik l'a dit, même l'objectif 12, il est lié à tout. Moi, j'en ai pointé 4 sur lesquels on peut travailler directement, et même déjà au niveau local, mais c'est clair que notre optique économie circulaire, notre transition économique, elle travaille à l'objectif de ces 17 objectifs de développement durable. Alors, le contexte international, je pense que concrètement, on doit aussi se mettre, ne pas se voiler la face. On est maintenant aussi dans des problématiques comme celle-là, où on a parlé recyclage pendant des années, on était très contents, et maintenant, ça nous revient en pleine figure. Donc, on doit gérer ces problématiques-là au niveau européen au plus vite, parce que sinon, on va crouler sous les différents déchets, puisqu'il y a eu la Chine, mais il y a l'Indonésie, la Malaisie, le Vietnam, et tout ça va nous revenir. Donc, on est dans un système qu'il faut absolument complètement changer. Alors, oui, le contexte européen, il y a plein de bonnes choses. Il y a plein de bonnes choses qui sont sur la table. J'ai bien aimé les remarques un peu critiques de M. Potočnik quant au Green Deal. Il y a certainement du très bon, mais il y a quand même des questionnements et je pense qu'on doit rester très vigilants tous en tant que citoyens, consommateurs et électeurs. Parce que, voilà, moi je note quand même que c'est encore très fort, une vision très industrielle. Bien sûr, il y a la compétitivité de l'Europe qui est derrière tout cela, mais on ne doit pas oublier qu'on doit donner une valeur économique à toutes ces externalités et ces impacts environnementaux. Donc, on ne pourra pas uniquement voir cela d'un point de vue uniquement industriel. Alors, j'en reparlerai tout à l'heure. On a bien sûr le nouveau plan économie circulaire 2.0 qui va sortir en mars, et nous avons déjà une version fuitée qui circule partout en Europe, donc j'en dirai 2-3 mots tout à l'heure. Voilà, il y a plein d'actions qui sont sur la table. Maintenant, travaillons dans le concret, parce que pour finir, pour nous, citoyens, c'est ce qui est le plus parlant et ce qui fait changer nos vies de tous les jours.
Le contexte européen, ben oui, il y a cela aussi. C'est Greta, Adélaïde, Hanouna qui sont là, et des milliers de jeunes et de moins jeunes qui se sont conscientisés à la problématique. C'est une force énorme, et au niveau local également. Donc vraiment, on est dans un... Voyons les choses positivement, on est dans un good trend. On peut faire quelque chose parce que les gens sont mûrs à changer les choses. Et nous avons des initiatives comme les villes en transition, très locales, qui sont des choses merveilleuses. Maintenant, le challenge, c'est toutes ces petites initiatives de niche. Il faut aussi qu'elles soient coordonnées à un niveau plus global, et que si on veut faire ce fameux upscaling, qu'on s'accorde ensemble et qu'on arrête de faire des petites gouttes par-ci par-là, mais que ça devienne le modèle. Et donc c'est bien là aussi le vrai défi, et notamment pour Bruxelles. Je pense qu'il y a déjà plein de bonnes choses qui sont faites, mais il faut que ce soit le modèle à un niveau beaucoup plus global, je parle européen et au-delà. Le contexte européen, c'est cela aussi. Prenons cette opportunité-là. Il y a eu une augmentation de 40% du parti des Verts. Il y a aussi dans tous les autres partis une conscientisation de la problématique, et ça fait partie de leur politique à chacun. Donc, prenons cette opportunité-là et ne jamais oublier qu'à la base, chaque citoyen et consommateur est électeur. Alors, le plan d'action économie circulaire a été quelque chose de très positif, restons positifs, avec des tas de mesures, etc. Maintenant, on parle du plan d'action économie circulaire 2.0, comme je vous le disais, qui va sortir en mars, Inch'Allah, de cette année. Et il y a déjà un document fuité qui circule. Large place donnée à la politique des produits, très bien, avec notamment le passeport produit. Aussi, on parlait de transparence. Il y a des mesures prévues, notamment pour lutter contre le greenwashing, et que donc les entreprises qui mettent sur le marché des produits ou qui se disent vertes doivent remplir un minimum de critères verts pour pouvoir se présenter, avoir ce genre de label. Donc, je pense qu'il y a une vraie conscientisation des problèmes auxquels on va être confronté. Maintenant, vous savez comme moi combien de temps ça prend de prendre ce genre de mesures, de les adopter, etc. Grande place également au marché public, j'y reviendrai plus tard. Les marchés publics restent un facteur énorme pour les autorités décentralisées et les autorités publiques en général, avec 14% des parts de marché qu'on peut vraiment changer, enfin où on peut vraiment les verdir. Et donc, dans ce nouveau plan, notamment, on dit à l'horizon 2030, tous nos produits sur le marché seront durables et circulaires. Très belle intention, espérons que ce sera la réalité en 2030. Également, une grande part donnée à la digitalisation pour aider à cette transition vers une économie circulaire. De nouveau, très bien, mais comme M. Potočnik vient de le dire, il faut aussi que les ICT aillent vers du zéro carbone. Et donc là, je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Vous savez comme moi d'où viennent les métaux rares, etc. Et on en est complètement dépendant aussi pour cette digitalisation. Donc, Smart Cities et tout ce qui est produit et utiliser la digitalisation pour mettre en connexion des consommateurs avec leurs besoins plutôt que des produits, etc., avoir les passeports produits, tout ça est certainement de très bon augure, mais restons vigilants pour savoir comment tout cela va être mis en place et comment on va utiliser les big data et bien sûr avec tout ce qu'il y a derrière, donc notamment ce secteur très énergivore. Le contexte européen, c'est aussi cela, et il ne faut pas l'oublier. Je suis juriste de formation, comme on vous l'a dit. Les objectifs chiffrés ont été un grand vecteur pendant de nombreuses années,
il y a maintenant encore plus d'ambition au niveau de la collecte dans le paquet déchets. C'est très bien, c'est très bien. Maintenant, c'est un peu dommage qu'on n'ait pas eu, par exemple, un objectif chiffré de prévention, clairement indiqué dans la directive cadre. C'était tout à fait faisable. Il y a déjà des États membres qui le font, et je suis contente de voir qu'au niveau régional bruxellois, c'est quelque chose qui est inscrit dans le nouveau plan. Je pense que ça aide à mettre toutes les forces ensemble pour arriver à produire moins de déchets. Donc, des objectifs chiffrés sont toujours quelque chose qui aide et qui sont un moteur pour aller vers plus d'ambition. Vous voyez notamment, alors ne confondons pas tout quand même, vous voyez pour les bouteilles en plastique, je vais en reparler tout à l'heure, c'est un objectif de collecte. Là, on est pour les autres dans des objectifs de recyclage. Il est quand même important aussi de savoir qu'avec ces objectifs de recyclage, on a maintenant un souci de qualité avec la façon dont on va calculer le taux de recyclage. Ce n'est plus à la sortie des centres de tri, mais c'est à l'entrée des centres de recyclage. Ça a de l'importance parce que ça veut dire qu'on doit collecter d'une certaine façon pour qu'on ait de la qualité. Et donc, ça veut dire aussi que les citoyens doivent être informés, on doit leur permettre de trier à la source, ou en tout cas de mettre leurs déchets, de pouvoir mettre leurs déchets d'une certaine façon. Et bien sûr, avant tout cela, on est bien d'accord, la prévention est la première chose à mettre en place et à développer. Le contexte européen, c'est aussi cela. Et je voudrais vous parler de cette directive pour son caractère emblématique. Pas parce que ces 10 produits ou les quelques produits dont elle s'occupe sont cruciaux pour notre vie de tous les jours. Mais je trouve qu'elle est emblématique sur différents points. D'abord, la façon dont elle a été élaborée, avec, comme vous probablement vous le savez, où on a fait une étude pour savoir quels étaient les objets qu'on trouvait le plus souvent dans les mers et sur les plages et en littering. Et on a fait une liste de cela. Et il y a eu, sur cette directive, je peux vous l'assurer, la société civile a été extrêmement active. Break Free from Plastic Movement a fait un travail extraordinaire, Zero Waste Europe aussi, pour pousser à ce que les décideurs politiques prennent une telle directive. Et quand vous voyez ce slide, c'est pour vous montrer qu'il y a eu la proposition en mai 2018 et l'entrée en vigueur une grosse année après. C'est rare, quelque chose comme ça. Alors vous allez me dire, oui, c'est sur des petits points, oui, c'est sur les cotons-tiges, c'est sur les bouteilles en plastique, etc. OK, on est bien d'accord. Mais mon Dieu, c'est faisable. On peut faire quelque chose rapidement quand il y a une volonté politique derrière. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut se mettre en tête. Et quand on a donc maintenant ce monde complètement connecté, avec des jeunes qui manifestent partout dans les capitales européennes, elles peuvent aussi faire le poids avec l'aide d'autorités délocalisées, donc dans les villes, pour que, en se fédérant, on puisse faire une force qui permette d'avoir des législations qui soient adoptées dans un temps, je dirais, voulu nécessaire. Parce que sinon, regardez les autres directives, combien de temps elles prennent. Il y a déjà 25 000 catastrophes qui ont été occasionnées bien avant l'adoption. Alors, donc, comme je vous le disais, cette directive, elle est emblématique aussi parce que, comme d'autres, ce n'est pas la première, mais elle parle aussi bien de politique de produits que de politique de fin de vie de produits. Il y a tout qui est mis dedans. Et donc, juste pour que vous le voyez, il y a différents articles donc, où vous parlez de la conception du produit, de la responsabilité élargie du producteur, des mesures de sensibilisation, et puis bien sûr aussi qu'il faut un taux de collecte, notamment pour les bouteilles en PET, donc on est aussi dans la fin de vie. Et puis aussi, un peu faible, mais quand même c'est déjà là, une exigence de contenants recyclés dans les nouveaux produits. Parce qu'un des gros problèmes au niveau européen, on collecte, etc., parce qu'on a tout misé sur le recyclage, mais après, qu'est-ce qu'on fait de toutes ces matières recyclées? Et si le marché n'est pas mûr, ce fameux Secondary Raw Materials Market n'est pas
prêt ou qu'on ne l'incite pas à se développer, qu'est-ce qu'on va faire de tout cela? Donc, je pense que malheureusement, le marché n'est pas mûr pour qu'il fasse ça tout seul. Donc, il faut qu'on lui donne des incitants législatifs et économiques. Et donc, voilà, je voulais vous parler très rapidement de cette directive pour sa rapidité d'adoption et parce qu'elle prend en compte aussi bien la politique des produits que la politique déchets. Et puis, la responsabilité élargie du producteur. Monsieur Potočnik en a parlé, on y reviendra par la suite, mais là, vous voyez que ce n'est pas uniquement le coût de collecte est bien mesuré, bien calibré par les éco-organismes, comme on en a beaucoup en Europe, mais il y a différents coûts qui sont inclus, et notamment les coûts de nettoyage. Chose qui, je me souviens, dans une des premières propositions de la directive cadre déchets, qui a été par la suite balayée, le fameux article 8 sur la responsabilité élargie du producteur, dans une annexe, on indiquait les coûts de nettoyage et de littering. Et bien sûr, non, ça c'est le consommateur, le citoyen qui s'est mal comporté, et c'est pour les collectivités. De nouveau, donc on fait payer à la société, etc. etc. C'est toujours la même musique. Ici, on le voit. Pour une petite chose, mais on le voit. Soyons positifs, il y a du changement.